Bonjour Pascal Desfarges, merci d'être avec nous pour partager ton expérience. Euh, donc, Tu es à la fois spécialiste des enjeux de la culture et du numérique, de démocratie participative, d'intelligence collective, donc ça fait beaucoup de sujets. Ça fait beaucoup de sujets. Mais on va commencer dans l'ordre déjà par rapport à la tournée des tiers-lieux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton intérêt pour la tournée, voire même le rôle que tu joues? Mon intérêt, si je pouvais le synthétiser en quelques phrases, c'est ce lien entre la démocratie contributive et la démocratie représentative. Donc on part du constat qu'il y a très peu d'électeurs qui aujourd'hui votent vraiment, et du coup il y a un très grand pourcentage de citoyens qui ne votent pas. Et comme ils ne votent pas, comment ils s'impliquent dans les politiques publiques, comment ils s'impliquent dans l'innovation territoriale. Et donc pour moi l'enjeu de cette tournée, c'est d'abord d'établir ce lien entre les élus représentatifs et le délibératif ou contributif. C'est-à-dire, et je fais une différence avec le participatif c'est qu'on donne son avis. Le contributif, c'est qu'on co-construit la politique publique avec les élus. Et c'est un des enjeux premiers des tiers-lieux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi cette tournée? C'est faire rencontrer des citoyens qui proposent la Convention climat, 150 citoyens, l'association des 150 citoyens. Donc des citoyens qui proposent avec des citoyens qui font. Et de voir ce rapport qui peut exister entre les propositions faites par les citoyens des conventions climat et puis les actions concrètes, l'ingénierie de projet territorial, l'innovation sur l'ensemble des territoires à travers évidemment l'outil tiers-lieu. Mais le tiers-lieu n'est qu'une plateforme ou un outil qui permet ça. Voilà. C'est ça, moi, mon centre d'intérêt, puisque en fait, c'est mon métier. Ouais. Et mon métier, c'est justement d'être une sorte de diplomate entre les deux formes de démocratie. Voilà. Et les tiers-lieux, justement, tu en as accompagné un certain nombre depuis leur création, leur développement. Et leurs échecs aussi, parfois. Et leurs échecs, oui, parce qu'effectivement, ça fait partie de l'apprentissage qui est nécessaire pour qu'on puisse essaimer d'une certaine façon. Tu travailles avec la Banque des Territoires également dans cet accompagnement. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la Banque des Territoires d'abord et comment la Banque des Territoires intervient à tes côtés? La Banque des Territoires, c'est un organe de financement de l'État autour du développement territorial. Donc c'est extrêmement vaste. Hein. Ça peut aller des infrastructures autoroutières, des tunnels et même du porte-avions Charles de Gaulle, jusqu'à évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'innovation des territoires et surtout dans le rapport aux élus et aux projets portés par les élus. Moi, mon rôle, je suis chargé de mission tiers-lieu dans un service de la banque qui est assez innovant, puisque c'est un service transverse, en fait, qui est dans la transversalité. Et mon rôle, c'est le conseil, l'accompagnement, la sensibilisation des élus. Et puis, je travaille avec une personne qui s'appelle Audrey Charluet, qui est ma responsable, en tout cas, en termes de hiérarchie, et qui accompagne un vivier, en fait, d'une dizaine de tiers-lieux ou de futurs tiers-lieux en France, avec des configurations et des identités différentes, et qu'on accompagne dans le conseil, de multiples manières, et Station 1 en fait partie. Voilà. Et ces dernières années, ces 2-3 dernières années, est-ce que tu as constaté une évolution? Est-ce que les tiers-lieux sont en train de se démultiplier quantitativement? Est-ce que qualitativement, leur ampleur, leur aura également augmente? Qu'est-ce que tu constates en ce moment? Alors c'est très compliqué parce que déjà il faudrait s'entendre sur ce qu'est un tiers-lieu. Et c'est quand même une grande question. Hein. C'est une nébuleuse. Hein. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Donc il y a plusieurs façons de le voir. Et moi je pars du principe que si tout est tiers-lieu, alors rien n'est tiers-lieu. D'accord? Et aujourd'hui, on voit beaucoup de structures qui sont d'ailleurs parfois labellisées, Fabrique de territoire, et qui, à mon sens, mais c'est personnel, c'est mon jugement personnel, ne sont pas du tout des tiers-lieux. Et donc je pourrais peut-être rappeler quand même quelques éléments fondateurs d'un tiers-lieu. Un tiers-lieu n'est pas un lieu. C'est pas un lieu. C'est une communauté, un collectif, un écosystème d'individus qui s'organisent pour inventer un projet à développer et qui s'incarne éventuellement dans un espace physique. Et donc, le mode pair à pair est fondamental. Moi, je fais partie de la fondation Peer-to-Peer avec Michel Bowens. On défend cette notion de territoire distribué, non plus centralisé, décentralisé, mais carrément distribué, qui fonctionne en écosystème pair à pair, mais qui fonctionne aussi entre les individus dans cette dimension d'écosystème.
Et puis l'autre notion, il y a deux autres notions qui pour moi sont fondamentales dans un tiers-lieu, c'est la dimension open source, c'est-à-dire celle des biens communs. Ouais. Et donc on peut être un tiers-lieu à vocation entrepreneuriale, artisanale, voilà, avec un projet commercial, un projet lucratif, pourquoi pas, à partir du moment où il y a une dimension de biens communs dans la configuration, ça peut être pour moi, à mon sens, un tiers-lieu. Voilà. Ouais. Mais ce qui est très important, c'est que c'est pas parce que vous avez un lieu avec un espace de coworking, un Fab Lab, un bar, des canapés, comme on est là aujourd'hui dans les fauteuils, que c'est un tiers-lieu. C'est pas l'adjonction de petits services qui fait tiers-lieu. Ce qui fait tiers-lieu, c'est une communauté avec un coordinateur pair à pair. Et la chose fondamentale, c'est l'échange de savoir et savoir-faire entre les individus. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental. On a tous quelque chose à s'apprendre, quel que soit son niveau culturel, les diplômes dont on dispose, le parcours et son histoire personnelle. On a tous quelque chose à s'apprendre. Et c'est ça, pour moi, qui est vraiment essentiel. C'est au-delà du lien social, c'est vraiment l'échange de compétences. Si on discutait une heure, tu as forcément des choses à apprendre. Et à l'inverse, le tiers-lieu, il est là pour interconnecter en manière distribuée toutes ses compétences et ses savoirs. Et justement, une fois qu'on a bien rappelé ce qu'est un tiers-lieu avec ce regard, est-ce que tu as ce sentiment d'une progression des tiers-lieux ou ce que... Oui et non. Ouais. Oui, parce que c'est formidable qu'on fasse la promotion de ce type de lieu. Et voilà, je ne vais surtout pas aller contre. Non, parce que maintenant, si on commence par les élus, par exemple, les élus, ils peuvent vous appeler en vous disant « Oui, j'ai un vieux foncier, là, je voudrais en faire un tiers-lieu, je fais comment ?» Je fais comment? Non, ça part pas du haut, ça part du bas. Ouais. Et donc, je réponds souvent aux élus, est-ce que vous avez des associations, des collectifs, des artisans, des gens qui ont envie de faire des choses en commun et produire quelque chose en commun? Et puis, les tiers-lieux sont en train d'être institutionnalisés. Il faut le savoir quand même. Donc, comme toutes les avant-gardes, il y a un moment où on les institutionnalise et le risque, c'est la mort. Et on voit énormément de gens qui se disent tiers-lieux et qui n'en sont pas. Moi, c'est marrant parce que j'ai un petit peu de bouteille, on va dire, et notamment autour du numérique. Et je me souviens, moi, j'accompagnais des pôles de compétitivité, comme Esther Technopole à Limoges, par exemple. Donc, j'étais consultant, voilà. Puis, après, c'est devenu, à l'heure de la French Tech, Living Lab. Donc, tout est lab. Tout est mix, tout est remix. Et maintenant, ce sont des tiers-lieux. Pourquoi? Parce que les lignes de financement de l'État, voilà. Donc ça, moi, ça me gêne un peu. Et en même temps, je trouve ça formidable qu'on fasse, qu'on fasse la promotion et la valorisation du local, surtout, de l'économie de proximité, des circuits courts. Donc finalement, c'est vraiment en vivant l'expérience de chacun des lieux qu'on peut percevoir et mesurer l'âme du lieu et sa capacité à avoir des répercussions pour le territoire. Absolument. Et ces répercussions, est-ce qu'elles sont mesurables? Si oui, comment? Est-ce qu'il y a des standards qui commencent à émerger? Alors, il n'y a pas de normes. Ce qui est certain, c'est que les vrais tiers-lieux ont une dimension systémique. Et écosystémique, mais systémique, c'est-à-dire qu'on peut, dans un tiers-lieu, on va travailler un certain nombre d'enjeux qui sont tout simplement les enjeux du XXIe siècle. La mutation du travail, les circuits courts, l'économie de proximité, la fabrication numérique, les Fab Labs par exemple, ce qu'on appelle la fabrication distribuée, la formation, le lien social bien sûr et la cohésion sociale sur un territoire. Et donc on a autour de la notion de tiers-lieu un certain nombre d'enjeux fondamentaux. Pour moi, ce sont des utopies concrètes, dites réalisables, et elles vont peut-être échouer, sûrement d'ailleurs, comme toutes les utopies. Sauf qu'elles sont en train, partout en France, on va dire, d'élaborer une forme de grammaire d'une future civilisation, de ce qu'il faudrait faire, à travers des échecs, mais on commence à avoir un alphabet, une sorte de grammaire de peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est des expérimentations. Moi, j'aime pas le mot tiers-lieu, donc je préfère parler d'infrastructures civiques dans l'espace public. Et donc pour moi, ce sont des civic islands, des petites îles civiques, et des oasis. Et plus on constelle ces îles civiques dans les territoires, plus on est en train de créer des synergies et des dynamiques de territoire très intelligentes, mais qui dépassent les cadres administratifs ou institutionnels. Et puis, l'autre dimension très importante, parce qu'en France, on a toujours l'impression d'avoir tout inventé, mais sachez que c'est mondial. C'est absolument planétaire.
Si en France on les appelle les tiers-lieux, aux États-Unis on les appelle shared spaces, collective spaces, third place, troisième lieu, ou makerspace, hackerspace, biohackerspace, on peut pas y aller. C'est planétaire. Et moi j'ai remarqué que cette émergence des lieux a commencé après la crise financière de 2007. Les gens ont commencé à se poser la question, je veux vivre autrement, je veux travailler autrement, je veux entreprendre autrement. Parce qu'il ne s'agit pas de nier l'entreprise, hein, au contraire, mais peut-être de nouvelles formes entrepreneuriales. Toi qui connais l'Ermitage, par exemple, pour moi, c'est une nouvelle forme d'entreprise, en fait. Oui, tout à fait. Qui est très intéressante dans son fonctionnement et aussi dans ses échecs. Finalement, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas tant la quantité et la taille des tiers-lieux qui comptent, c'est plus la densité, la qualité des liens. Et la façon dont ils se positionnent sur les grands enjeux. Ça, moi, c'est ça qui fait que ça m'intéresse. Donc, effectivement, ça peut être un tout petit lieu dans un petit village, mais qui amène, qui pollinise, en fait. Il y a cette idée de polliniser son territoire. Je donne souvent, moi, l'exemple de la quincaillerie numérique à Guéret, qui sera une des étapes de la tournée, qui est un lieu que je connais depuis très longtemps. C'est un peu un nid pour moi. Eh bien, en 2012 a été créée la quincaillerie. En 2021, il y a 15 tiers-lieux sur le département de la Creuse. C'est-à-dire qu'il s'est constitué en réseau d'ailleurs, dont la quincaillerie fait partie, qui s'appelle le réseau Tela. Et en fait, en l'espace de à peine 10 ans, ça a essaimé en fait. Et pris des couleurs différentes. Et donc on voit bien cette notion de pollinisation douce, soft power, de pollinisation douce de certains tiers-lieux, qui agrègent en fait des gens qui sont passionnés, qui ont envie de changer de vie, qui étaient dans les grands comptes et aujourd'hui veulent peut-être gagner moins d'argent, mais être plus dans une qualité de vie que la quantité. On voit une culture, en fait. C'est une culture, les tiers-lieux. C'est une forme culturelle, en fait. Voilà. Et vis-à-vis des entreprises, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence collective, d'engagement des équipes, tout ce que tu viens de décrire, comment ça transpire également au sein des entreprises en interne? Alors, je ne sais pas exactement comment ça transpire, parce qu'on a eu toute la vague des méthodes agiles, voilà, l'influence de l'open source, voilà, des méthodes Scrum, tout ça, que j'ai vécu, hein, et du design thinking que je ne supporte pas, mais ça c'est encore une autre question. Comment agir? En fait, c'est plutôt comment le processus tiers-lieu, moi je parle plus de processus, peut modifier le fonctionnement d'une entreprise. Tant en termes de RH, mais en termes aussi de rapport au vivant, rapport à la nature, de toutes ces questions en fait que j'ai, la mutation du travail, l'échange de savoir et savoir-faire. Si tu reprends en fait les mêmes enjeux et que tu les appliques à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, c'est un joli mot l'entrepreneuriat, en fait, eh bien, oui, c'est quelque chose qui reste à étudier et à travailler. Est-ce qu'une entreprise peut être tiers-lieu? Oui, à partir du moment où elle produit du commun. À partir du moment où il y a une dimension de partage, à un moment donné, dans ses activités, pas pour tout évidemment, et sans que ce soit forcément un discours de marketing viral affiché pour faire bien, pour dire je suis écologiste ou je crée du lien social dans mon entreprise. Une entreprise qui créerait du commun, moi ça m'intéresserait. Et par exemple, il y a l'exemple de l'entreprise Decathlon, qui pendant la crise du Covid-19 dans les Fab Labs, il y a eu un détournement des masques de plongée par les Fab Labs, notamment en Italie. Donc, les Fab Labs ont acheté des masques de plongée pour en faire des respirateurs. La très grande intelligence du PDG de Decathlon, c'est de l'autoriser. Il a autorisé la chose. Il n'a pas attaqué en justice pour son brevet, il a autorisé. Et du coup, il a fait une démarche de bien commun. Et donc les gens ont manipulé, ont hacké, détourné son masque pour en faire un respirateur. J'ai trouvé ça, que c'était une formidable initiative d'un grand chef d'entreprise et qui en plus, en termes de communication, est très bon. Voilà, c'est un exemple concret, récent. Voilà. Mais c'est une vraie réflexion en tout cas à mener. Comment le processus tiers-lieu peut repenser l'idée d'entreprise. Voilà. Peut-être un sujet qu'on va partager tout à l'heure sur la table ronde avec les acteurs économiques de la région. Merci beaucoup Pascal. Pas de problème. On va poursuivre avec une citoyenne et un citoyen issus de la Convention citoyenne pour le climat pour qu'ils nous fassent part de leur expérience. Absolument. Et certains d'entre eux travaillent dans des entreprises, c'est ça qui est très intéressant. Exactement. Merci. Merci.